Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous partons à la découverte de Quintin, petite cité de caractère située à 18 km de Saint-Brieuc, 2867 habitants. Nos 4 invités du jour vont nous raconter leur quotidien dans la commune et que serait Quintin sans son château. François Debagneux, bonjour. Bonjour. Vous en êtes l'heureux copropriétaire. Dans votre famille, 4 générations se mobilisent pour continuer à faire vivre ce patrimoine. Vous nous raconterez dans quelques instants. Et les Debagneux ne sont pas les seuls férus de patrimoine à Quintin. Nous parlerons aussi de l'association Tours et Détours, dont vous faites partie, Catherine Vinot et Henri Boitard. Bonjour. Bonjour. L'occasion aussi de revenir sur vos nombreux engagements associatifs au sein de la commune. Enfin, Gilles Perantin, bonjour. Bonjour. Vous tenez la librairie Le Marque-Page depuis une dizaine d'années à Quintin. Vous nous raconterez l'envers du décor. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, ce qui vous lie évidemment aujourd'hui, c'est Quintin. Comment on appelle les habitants de Quintin d'ailleurs, François Debagneux? Des quintinets. Alors, quel quintinet êtes-vous? Alors, un quintinet de cœur et de naissance aussi. Oui. Parce que ça fait plusieurs années, presque quarantaine d'années que j'y suis, avec une petite pause à Paris pour les études. Mais voilà, enfin, je suis né à Quintin et très heureux d'y vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent profondément quintinaise, Catherine Vinot? Je crois déjà l'ancrage familial que je peux avoir, même si maintenant je suis la seule Vinot, je dirais, sur Quintin. Et puis aussi des liens, je pense, assez forts entre les gens. En tous les cas, quand on veut se donner la peine d'aller un peu vers les gens. Et le milieu associatif, pour ça, est un magnifique levier. Le cadre de vie aussi, je pense qu'on a de la chance, on a un patrimoine assez exceptionnel. On est proche aussi des grands axes, pas très loin de la mer. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on s'y sente bien. Il remonte à loin, cet ancrage familial dont vous parlez? 4e génération, peut-être même au-delà, enfin Quintin ou alentour en tous les cas. Et vous êtes la dernière Vinot? Sur Quintin, même si les autres ne sont pas forcément très très loin. Ils sont restés en Bretagne quand même. Pour la plupart. On est très vite adopté à Quintin, Gilles Perantin, quand on vient d'ailleurs. Oui. Ouais. Vous Moi, connaissiez la région? Alors, j'y suis arrivé pour d'autres raisons professionnelles, qui n'avaient rien à voir avec le métier de libraire que j'occupe aujourd'hui. J'y suis vraiment ancré dans la ville en tant que commerçant depuis 2010. Donc ça va faire 12 ans bientôt. On s'adapte très facilement, pourvu qu'on ait cet esprit de curiosité, comme disait Catherine, d'aller vers les autres, de s'engager à sa mesure aussi dans les actions culturelles ou associatives qui sont proposées. J'ai été très très bien adopté et je pense que le métier de libraire aide aussi à nouer des contacts avec la population et les lecteurs. Vous vous souvenez de vos premiers pas? Comment on découvre une ville? Comment on s'imprègne de Quintin quand on décide de s'y installer? Ça passe par quoi? C'est le café du coin? C'est Non, le moi, monde associatif? ça a été directement, je pense, grâce à l'activité du commerçant, où les gens ont poussé la porte. Ce sont presque eux qui sont venus vers moi, que moi vers eux. Et après, très très vite, au fil des discussions, on noue des liens. Alors bien sûr, il y a l'aspect familial aussi. À l'époque, il y avait les enfants plus jeunes, donc ça crée des liens aussi. Et petit à petit, par touche, le réseau, la toile d'araignée, je dirais, s'étend. Et les affinités se créent. Et voilà. Et ensuite, on s'inclut totalement dans la vie locale. Et donc aujourd'hui, Quintin, oui, c'est une ville que j'aime énormément, même si je suis ni né. Vous y êtes attaché, quand même. Oui. Comment se formalise pour vous cette appartenance à cette ville, Henri Boitard? Eh bien, écoutez, j'ai la particularité par rapport à mes 3 camarades de ne pas résider à Quintin. Vous n'êtes pas loin. J'habite à la gare de Quintin, donc c'est tout proche. Mais je me considère pour autant comme quintinais depuis que je réside là où je suis, c'est-à-dire que ça fait plus de 45 ans. Et tout de suite, j'ai été attiré par Quintin, par la vie associative en réalité de Quintin. Et en particulier la Maison des Jeunes et de la Culture. Je venais de Saint-Brieuc où j'étais dans une Maison des Jeunes et de la Culture. Et je suis arrivé tout de suite à celle de Quintin. Vous allez travailler à cette MJC d'ailleurs.
pendant J'ai 10 ans. eu des responsabilités associatives pendant un certain temps. J'y suis toujours d'ailleurs, hein, dans le conseil d'administration, mais sans aucune responsabilité désormais. Voilà. Mais bien, c'est cette vie associative et puis, bien entendu, l'aspect culturel et patrimonial qui m'ont beaucoup attiré et qui ont fait que j'ai travaillé à apprendre un petit peu ce qu'est Quintin, son histoire, Et à vouloir son la transmettre architecture, aussi aujourd'hui. et à souhaiter transmettre, tout à fait désormais. François de Bagneux, l'histoire de votre famille donc s'écrit depuis quelques générations au château de Quintin. Quel est votre plus vieil ancêtre sur la commune? Oh, ben, c'est presque l'origine de Quintin même, puisque ça fait c'est ça. plus de 8 siècles que Quintin a été fondé et le premier château était construit par mes ancêtres. Et quand a commencé cette histoire du domaine? Pourquoi à un moment donné votre famille s'est installée là et comment on a voulu construire aussi un château Alors, Quintin était sur une cité, enfin sur une voie de Saint-Malo, on va dire à Carhaix, et c'était un lieu un petit peu particulièrement important au niveau de la voie gallo-romaine. Et bon, il y a eu des seigneurs qui ont décidé d'y faire à la fois une place forte, un marché également important de commerce. Et naturellement, ça s'est fait parce qu'il y a un rocher granitique, il y a le Gouët qui y passe évidemment. Donc ça, tous les attraits pour qu'une cité féodale s'y place. Alors, vous allez nous commenter quelques images. Là, on voit justement le château. C'est combien d'hectares? Parce que Quintin, c'est tout petit, mais le domaine, il a quand même une assez grande place. Oui, c'est vrai oui. Quand vous voyez une vue aérienne, voilà, vous voyez bien l'emprise du château. Ouais. Quand vous arrivez sur Quintin, vous voyez le vieux château qui ne correspond pas à ce bâtiment-là. Là, celui-ci, c'est le château 18e. Ouais. Vous voyez la basilique derrière qui parfois donne l'impression de faire partie du château, ce qui n'est pas le cas, mais ça donne aussi toute sa prestance au château. Et voilà, le bâtiment que vous voyez, c'est un des 2 châteaux qui se trouvent dans le parc, parce qu'on a la particularité finalement d'avoir 2 châteaux dans le même parc. Le château 17e, le vieux château qui domine vraiment Quintin, et le château 18e qui est un petit peu plus caché, qui apparaît quand on passe dans une impasse et qu'on découvre cette partie-là. Et petit, est-ce que vous avez, justement, on voit la vue aérienne. Donc il est assez impressionnant ce château, Gilles Perrotin. En tout cas, quand on découvre Quintin pour la première fois, une des premières choses que l'on voit quand on rentre dans la ville, c'est le vieux château 17e, cette tour qui est en cours de restauration. Et après, effectivement, quand on rentre par Quintin, par l'ancienne porte, celle où on voit la tour qu'on appelle la tour des archives, qui est sur la photo bâchée en bleu, on découvre l'autre partie plus médiévale de Quintin. On imaginait les remparts. Et voilà, et petit à petit, quand on voit ces pièces historiques, un peu comme un puzzle dans Quintin, on a envie de creuser. Alors on s'adresse à Henri, il va nous expliquer où étaient les remparts et comment tout était construit. Qui nous explique. Vous avez vécu dans ce château. Est-ce que c'est quoi la vie d'un enfant dans un château? Moi, ça m'intrigue personnellement, j'en connais pas. Alors personnellement, moi j'y suis arrivé vers autour de 10 ans, parce qu'on vivait à côté avec mes parents. Et à la mort de mon arrière-grand-père, on est arrivé au château, et c'est vrai que c'est un lieu de jeu, surtout dans les sous-bassements, et dans la cour où vous apprenez à faire du vélo. C'est un lieu pour faire des cache-cache assez mémorable. Ça intrigue les copains aussi, de savoir que vous vivez dans un château ou pas? Ah oui, c'est nos amis collégiens, ou que ce soit en primaire ou autre. Enfin, c'est d'être ami déjà avec quelqu'un qui habite au château, c'est un peu particulier, de pouvoir y jouer aussi, parce que j'avais l'habitude d'y faire venir des amis, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier, une recherche de découverte, de mystère qu'il peut y avoir d'habiter dans un château. Alors ce château, il s'est ouvert au public dans les années 80, c'est ça? En 86 exactement. Et c'est votre arrière-grand-père, Jean de Bagneux, qui a décidé de l'ouvrir. Alors c'est plutôt son fils, mon grand-père, Gérard de Bagneux, qui avec maman, à la mort de mon arrière-grand-père, ont décidé de l'ouvrir parce qu'il y avait une volonté de continuer à transmettre, et c'était une des manières pour pouvoir avoir des ressources pour continuer à l'entretenir. Alors on est allé fouiller dans nos archives pour voir ce que l'on trouvait sur le château de Quintin. Je ne sais pas si ça vous parle, cette exposition des pots de chambre, c'était en 1990. On regarde et on revient juste tout de suite après. La pruderie du 19e avait camouflé le pot de chambre au fond des tables de nuit. La chasse d'eau le mit au rebut. Fort heureusement, les collectionneurs veillaient.
Ils ont redonné à cet objet d'usage, connu depuis l'Antiquité, la place qu'il occupait autrefois, bien en évidence, à portée de la main. L'exposition présentée au château de Quintin prouve qu'à chaque époque, les artisans l'ont traité et décoré avec autant de soin que d'autres pièces ornementales. Le spécimen le plus précieux est sans aucun doute celui-ci. Il appartenait à Marie-Antoinette. Elle s'en servait pendant les longues cérémonies que son rang lui interdisait de déserter. Le modèle, très utilisé à la cour, avait été baptisé Bourdaloue, en référence aux interminables sermons du célèbre prédicateur. Ça servait surtout pendant les sermons, dans les cérémonies qui duraient très très longtemps. Et ces dames avaient toutes leur bourdaloue qui les suivaient partout dans leur sac. Côté pittoresque, le vase diligence. Belle contenance, 2 récipients, tu passes à ton voisin. Comme quoi, le souci de la vitesse existait déjà autrefois, interdisant aux voyageurs les arrêts pipi. De 1480 à 1930, l'exposition retrace 5 siècles d'histoire du pot de chambre, 5 siècles de vie et mœurs de nos ancêtres. Plus de 700 pièces, à peu près identiques dans la forme, morphologie oblige, mais toutes différentes dans l'ornementation. Parmi les plus richement décorées, une série en porcelaine à motif chinois, originaire d'Angleterre. Ce qui est assez curieux, parce que de penser aux Anglais qui sont tellement prudes, qui font tellement d'histoire à l'heure actuelle pour des bidets, au fond, le pot de chambre, Il avait droit de citer il avait droit de citer chez eux comme chez tout le monde, alors que le bidet n'a pas le droit de citer chez eux. Prêté par une collectionneuse parisienne, un conserveur de Concarneau et un avocat munichois qui en possède 7000, ces pots de chambre sont à Quintin jusqu'au 31 octobre. Depuis 87, le château organise ainsi chaque année une grande exposition d'été. 6500 visiteurs en 88, 8000 en 89, l'initiative porte ses fruits. C'est l'attraction estivale indispensable dans une petite cité d'art et d'histoire vivant en grande partie du tourisme. Voilà pour cette archive de 1990. C'est votre grand-père que l'on voit à l'image. Oui, tout à fait, mon grand-père. Quel est le souvenir du petit-fils qui voyait son grand-père voilà, féru de patrimoine qui jouait un petit peu aussi les commissaires d'exposition Mais il était, avec maman, un véritable commissaire d'exposition. Ouais. Oui. Ils en ont fait à peu près une dizaine pendant cette période-là. Et pour moi, c'est un modèle. Ouais. C'est un modèle à la fois parce que il parlait bien, il avait une vraie manière de faire comprendre les choses et de présenter les objets, et surtout dans sa manière de préparer justement ses expositions, il regardait, il se documentait énormément, et il savait partager son savoir. Il avait aussi un petit style de dandy. Aussi, effectivement. Qu'on ressent énormément à l'image. Alors vous êtes parti un temps du château pour mieux revenir peut-être. Est-ce que pour vous c'était écrit que vous alliez revenir, pareil, continuer l'œuvre du grand-père, de la grand-mère Alors c'est vrai que depuis que j'ai à peu près 12-13 ans, ça nous semblait à peu près naturel que ça vienne vers moi. Et donc sans réellement le dire d'ailleurs, c'était toujours un petit peu un non-dit, mais naturellement ça s'est fait ainsi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour revenir ? Il y a eu un événement particulier ? L'événement particulier, c'est surtout le fait qu'on habitait à Paris avec ma femme, avec 2 enfants déjà qui sont nés à Paris, et on attendait le 3e, et on s'est dit que de toute façon on allait venir à un moment ou à un autre à Quintin, et l'arrivée du 3e dans un petit appartement de 60 mètres carrés était difficile. On s'est dit pourquoi pas arriver à Quintin. Et puis le château, on va dire, s'est soufflé un tout petit peu aussi. Maman, c'était difficile pour elle de pouvoir assumer toute seule les visites, tous les éléments. Et on souhaitait, avec ma femme, pouvoir redonner un nouveau souffle, finalement, au château, à l'activité. Et on considérait que c'était le meilleur moment pour y arriver et faire en sorte que les enfants encore jeunes puissent s'approprier le lieu et peut-être naturellement aussi considérer qu'ils sont amenés à le transmettre eux aussi. Donc vous allez revenir dans les années 2010. Comment finalement vous allez vous réorganiser en famille avec chacun plus ou moins des missions prédéfinies, même si tout se mélange parfois. Oui, tout se mélange. En fait, tout est toujours lié. Je veux dire, en plus, il faut être extrêmement polyvalent pour travailler dans une entreprise familiale comme celle-ci, où vous pouvez aussi bien toucher au jardin qu'à la communication, qu'au restaurant, à la restauration.
et puis aux différents chantiers, au suivi des chantiers que vous avez. Donc, Peut-être est-ce que vous pouvez nous présenter la famille oui. qu'on voit à l'image. Alors de gauche à droite, avec le polo rouge, c'est ma sœur, Florence, qui s'investit beaucoup dans le domaine, plus pour le dîner aux chandelles ou pour accompagner maman dans l'accueil de groupe. Et également plus récemment, elle s'investit pour la mise en place de visites théâtralisées avec une troupe locale. Et donc maman, que vous pouvez reconnaître au milieu quasiment, donc qui a beaucoup aidé mon grand-père et qui était à l'initiative de l'ouverture du château à la mort de mes arrière-grands-parents. Donc moi-même, puis ma femme Solange, qui est basque, mais qui a accepté de venir en Bretagne. Et alors là, donc ça date un petit peu, mais ils ont 4 garçons. Donc les 2 aînés qui sont nés à Paris et les 2 plus petits qui sont nés à Quintin. Et aujourd'hui, c'est quoi le modèle économique du château? Qu'est-ce que vous y proposez? Alors on est justement assez varié, ce qui nous a permis de passer la période du Covid sans trop grande difficulté. Parce qu'on a aussi bien une activité d'accueil d'entreprise, aussi bien une accueil d'accueil d'entreprise et de groupe. On a une activité qui est plus liée aux visites classiques de tourisme, d'un château ailleurs. Voilà. Et puis on a voulu développer aussi une activité plus ludique pour accueillir un autre type de public un petit peu plus jeune. Donc c'est ce que l'on fait à l'occasion des enquêtes policières qu'on appelle les murder parties. Aujourd'hui, c'est combien de visiteurs? Parce qu'on entendait 8000 dans le sujet tout à l'heure. C'est un peu plus quand même. Surtout, ça s'équilibre. Donc on doit tourner autour de 8000 visiteurs touristes classiques, entre guillemets. Et on a, entre les entreprises et les murder parties, et puis l'accueil aussi des événements locaux que l'on peut avoir, comme on va en parler, mais le Festival de la gastronomie, le Salon du livre de caractère ou d'autres événements comme les Journées européennes des métiers d'art. On arrive à peu près à 20 000 visiteurs sur l'ensemble de l'année, quel que soit le type d'événement. Alors Quintin, ça a aussi fait l'actualité cette année puisqu'il est arrivé 3e au concours du village préféré des Français. Vous représentiez la Bretagne, je m'inclus dedans maintenant. Pourquoi Quintin avait toutes les chances de l'emporter, Catherine Vinot? Quintin aurait dû remporter d'ailleurs ce concours. C'est le côté très chauvin, voilà, évidemment. De par son histoire, qui n'est quand même pas rien dans les Côtes-d'Armor, par son patrimoine. Il y a 15 monuments classés, je crois, monuments historiques. Donc, par ses habitants aussi. Alors c'est vrai que ça a généré une grande mobilisation au sein de la ville. Tout le monde a essayé d'apporter sa contribution pour faire que cette journée soit une belle journée. Sa richesse associative qui mérite aussi d'être mise en valeur, parce que dans une aussi petite ville, je crois que c'est aussi un des points forts de Quintin. Comment vous avez vécu ça, vous, Henri Boita? Est-ce que c'est quelque chose anecdotique pour vous ou ça avait un sens? Non, je pense que ça a un sens et je suis d'accord avec Catherine. La cité d'Alsace était au-dessus du lot, mais Quintin aurait mérité d'être 2e, je crois. C'est vrai que tout ce patrimoine qui est venu de l'histoire de Quintin, en particulier de la période de la manufacture d'étoiles, avec tous les hôtels particuliers de marchands toiliers, toute cette période faste du milieu du XVIIIe siècle donne cette richesse à Quintin, plus, on va dire, toute la présence des institutions religieuses et de leur construction, comme dans nombre de petites villes anciennes, médiévales, de toute façon, il y a cette place prise, non seulement sur l'influence, le rôle sur la population, mais du coup l'emprise dans le paysage également, avec en particulier par exemple le parc de Rosemaria, qui est une splendeur mise en place par les Carmes au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais encore une fois, c'est surtout la période de la manufacture d'étoiles qui a apporté cette prospérité à la cité de Quintin, quoi. Qu'est-ce que ça a changé au final, ce concours, Gilles Perrotin? Est-ce que ça change quelque chose intrinsèquement? Est-ce que les gens sont plus attachés? Est-ce qu'ils redécouvrent quelque part aussi leur ville avec cette exposition? Pour rajouter à ce qui est dit, tout à fait juste, moi je pense que
ce en quoi c'était mérité, c'est tout ce qui a été dit, mais surtout, ça vient quelque part mettre le point sur tous les efforts qui sont faits aujourd'hui par plein de gens, les associations, les élus, les acteurs économiques comme François de Bagneux au château ou d'autres dans certains commerces, de mettre en valeur ce patrimoine. C'est-à-dire qu'on parle du passé, le visible, mais aussi, ça permet de mettre en avant, de voir combien, je pense, beaucoup d'habitants, beaucoup de gens à Quintin sont mobilisés pour parler de ce patrimoine, le mettre en valeur et se rendre compte que ce patrimoine peut être aussi un levier économique pour la cité. Et je pense que ce que Stéphane Bern venait souligner aussi à Quintin, c'est ça, c'est cette volonté que le patrimoine, c'est du patrimoine aussi vivant, aussi vieux soit-il. Voilà. Et c'est une effervescence que vous avez sentie cet été avec l'association Tour et Détour. Il y a eu des retombées, j'imagine, en Rivoire. Oui, c'est certain. Avec la présence de nombreux touristes, je pense à un pourcentage non négligeable supplémentaire. Et puis, dans toutes les animations que nous avons proposées, il y a eu la presse, quoi. On a refusé du monde. Mais bon, voilà, c'était bien, c'était une bonne chose que de pouvoir accueillir tous ces gens. Et ça continue encore. Je vois hier matin, j'étais dans Quintin, j'ai vu la présence de 2 ou 3 groupes qui circulaient dans Quintin. Catherine, tu m'avais sollicité d'ailleurs pour faire un guidage hier. Je l'avais fait la veille avec un autre groupe. Bon, il fallait se reposer voilà, un peu. Il fallait se reposer un petit peu. Mais il y a toujours du monde et je pense que ça va continuer avec la saison qui avance. Peut-être un mot sur une de vos animations que je trouve assez originale. Il est question de ruelles et de venelles. Peut-être nous mettre, expliquer un peu à nos téléspectateurs ce que c'est. C'est aussi une autre manière de visiter une ville. Donc c'est une animation qui est mise en place par l'association Tour et Détour, dont Henri et moi-même faisons partie. Alors c'est vrai que le choix a été fait de proposer aux visiteurs, alors le mardi soir, une visite un peu atypique, insolite de Quintin, avec un côté un peu ludique, et de la ponctuer de différentes scénettes. Donc des scénettes en lien avec l'histoire aussi de Quintin. Avec toujours une petite touche d'humour. Donc ça permet de présenter Quintin sous un autre aspect. Et je dois dire qu'on a fait carton plein cet été. Bon, ça fonctionne toujours très bien, mais là, particulièrement cette année. Catherine Vinot, pardon. Cette annonce du patrimoine, donc on va parler d'une aventure que vous avez lancée, qui est partie d'une annonce sur le Bon Coin. Ça s'est fini par un post Facebook et aujourd'hui on a quelques copropriétaires autour de la table. Racontez-nous cette histoire assez quand même insolite. Alors c'est vrai que c'était pendant le premier confinement. Une annonce est parue sur le Bon Coin annonçant la vente d'une ancienne auberge appelée Auberge de la Porte à la Rose à Quintin. Donc on a été, je dirais, une poignée au départ à se dire que ce patrimoine qui est quand même assez emblématique de Quintin et de l'époque ville close, je dirais, méritait quand même qu'on s'y attarde, qu'on s'intéresse à sa sauvegarde. C'était déjà inhabité depuis quelque temps. Déjà, que faire pour la sauvegarder, pour éviter qu'elle se détériore davantage. Donc nous avons été quelques-uns à nous rassembler et à lancer l'idée de créer un collectif pour la racheter. Ce qui a pu se faire en fait par une première étape en juillet 2020, en faisant une proposition d'achat qui a été acceptée par la propriétaire. Et aujourd'hui, c'est 78 copropriétaires qui vous ont suivi sur ce coup de tête, on peut le dire. On avait reconsacré à l'époque un reportage sur cette belle histoire. On regarde et puis vous nous raconterez la suite. Elle fait partie des façades les plus remarquables de Quintin, petite ville médiévale des Côtes-d'Armor. Cette auberge, classée monument historique, était à l'abandon depuis 10 ans. Mise en vente au début de l'année dernière, elle ne trouvait pas preneur jusqu'à ce que des citoyens se mobilisent. 67 au final. Alors je suis ingénieur informatique. Moi je suis fabricant de beurre. Je suis éditeur. Je suis retraité. Prix de vente de l'auberge, 55 000 € réunis en quelques mois. On a distribué dans les boîtes aux lettres de tous les quintinais un petit prospectus indiquant qu'il était possible pour pas grand-chose, pour une somme modique, de participer à l'acquisition. Ça a marché. En moyenne, 800 € par personne.
À l'intérieur, l'auberge est en très mauvais état. La toiture n'étant plus étanche, l'eau s'est infiltrée un peu partout. C'est la pièce la plus abîmée par les infiltrations d'eau. On a des pièces qui sont dans cet état-là où on dit que il est temps d'intervenir et sinon on ne le fait pas, qui le fera quoi. Le collectif va devoir maintenant trouver d'autres donateurs pour réunir 200 000 €. Le budget minimal pour sécuriser et rénover le bâtiment. Mais ça ne les effraie pas. C'est aussi un projet qui redonne des couleurs à notre vie à travers une initiative collective dans un moment où on a plutôt tendance à être au repli sur soi. Que va devenir l'auberge? Rien n'est décidé, chacun peut donner son avis. On peut imaginer une terrasse ou qu'elle invite les gens de passage à se poser en fait. Il faudra qu'on trouve une rentabilité à ce bâtiment. C'est même nécessaire. C'est ça qui est bien dans cette aventure collective, c'est que tout est à écrire, tout est à inventer. On a carte blanche en fait. Voilà pour ce reportage. On voit votre femme, monsieur Debagneux, à l'instant, qui parlait sous son masque. Alors, on a 4 copropriétaires sur les 70. C'est assez fou. Un an après, où est-ce que vous en êtes de ce projet, Catherine Vinot? Alors, depuis ce reportage, c'est vrai qu'on a eu une phase de nettoyage assez conséquente, puisque l'auberge étant inhabitée et ouverte un peu à tout vent. On voit cette jolie photo d'ailleurs. Voilà, c'était le jour de la signature, 23 décembre 2020. Donc c'était devenu le royaume un peu des choucas, des pigeons, etc. Donc gros travail de nettoyage pour faire respirer l'auberge. Et ensuite, donc... Vous y avez mené des activités depuis cette date? Nous l'ouvrons tous les mardis matins et les samedis matins, donc jour de marché à Quintin, avec l'objectif de parler du projet, d'amener des gens à nous rejoindre, parce que... Vous en cherchez encore, c'est ça? Oui. L'appel est lancé. Pour la phase de travaux, c'est vrai que c'est indispensable d'avoir beaucoup de personnes à nous rejoindre. Et lors de ces jours d'ouverture, il y a souvent des animations musicales. Des musiciens viennent répéter. On peut avoir aussi un dessinateur qui vient justement croquer les musiciens. On essaye aussi d'être ouvert dès lors qu'il y a un événement un peu important sur Quintin, que ce soit les Journées du patrimoine, le festival de la gastronomie, des chanteurs de rue. Voilà, toujours avec cet objectif de parler encore et toujours du projet. Alors j'en parle aux 4 copropriétaires, mais vous rassurez-vous, je pense que ce sera mis à débat. Dans vos rêves les plus fous, à quoi devrait ressembler ce lieu, Gilles Perrotin? C'est une question avec si on arrive à avoir les financements, à finir les travaux. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le groupe qui travaille effectivement sur son devenir. Déjà, ce qui est déjà très très bien, c'est que ça peut être sauvegardé, ça va être réhabilité. Je connais pas, je ne sais pas de quelle façon, mais en tout cas, pour moi, l'essentiel, c'était que cette maison arrête de se dégrader et qu'elle soit restaurée. Comme je l'ai fait on en parlera peut-être tout à l'heure, pour ma librairie. Mais c'était ça pour moi l'essentiel. Après, oui, comme disait Solange tout à l'heure, bon, voilà, l'avenir est à imaginer, en gardant quand même à l'esprit, ça c'est l'entrepreneur qui parle, qu'il va falloir trouver un modèle économique qui tienne la route. Voilà. Et pour vous qui connaissez bien les chantiers de rénovation, c'est ça finalement le grand défi pour cette auberge dans les prochaines années, c'est de pouvoir accueillir une animation, une activité qui soit déjà en cohérence avec le lieu historique. Qui rappelle toute son histoire, tout ce qu'elle a pu proposer jusqu'à présent, et faire en sorte que, bien que ce soit une action collective, que ça reste au service certainement des touristes et qu'on puisse l'ouvrir au maximum de personnes. Il en reste beaucoup de patrimoine comme ça qui est abandonné dans le centre-ville de Quintin ou pas? Oui, et c'est très, très dommage. Il y a un certain nombre de demeures qui ont été reprises dans les années dernières. Il y a encore d'ailleurs des échanges de propriétés, des ventes qui se sont faites tout récemment de ces immeubles. Et c'est pas évident d'acquérir actuellement un immeuble du XVIIIe siècle. Il y en a encore quelques-uns qui sont à l'abandon.
bien, ça serait intéressant que quelque chose s'y fasse, c'est certain. Mais on n'a pas le pouvoir sur les propriétaires. Justement, vous, Gilles Porotin, vous avez opéré cette envie d'acheter un patrimoine pour y construire une activité économique. C'est quoi les défis, en fait, quand on se lance là-dedans? Qu'est-ce qu'on se dit? Parce qu'il y a à la fois l'activité économique, mais il y a aussi ce patrimoine qu'on a envie de valoriser. Ben, je dirais que les deux fonctionnent quasiment en symbiose. C'est-à-dire que pour mon activité de libraire, le plus bel écrin qu'on puisse apporter à la littérature au livre, c'est effectivement un bâtiment comme celui-ci, dont on voit la façade du 16e en pas de bois. Très typique, hein, de atypique, notre très région. typique et de Quintin. Et voilà, il s'est trouvé que ce bâtiment était à vendre au moment où j'avais vraiment besoin de déménager à la librairie. Voilà, c'était le moment. Et je trouve qu'il y a du sens enfin, moi, j'y ai trouvé du sens à participer à ma façon, à mon échelle, à la sauvegarde de bâtiments. Alors celui-ci était quand même occupé et habité, bien que derrière il y a une seconde maison qui elle n'était plus habitée depuis déjà des années, dont j'ai fait depuis récemment au-dessus un autre espace, une autre activité économique de coworking. Mais d'abord l'achat a été fait pour la librairie et j'ai voulu vraiment... alors, je ne l'ai pas fait tout seul, avec une équipe, des architectes et des gens très compétents dans tous les domaines pour proposer effectivement un lieu qui soit le plus atypique possible. Et puis vous êtes quand même fixé un double challenge, parce que vous ne le dites pas, mais l'activité de libraire, vous commenciez aussi. Alors, je ne la commençais pas vraiment, ça faisait déjà 9 ans que je l'avais, mais le challenge, c'était de passer de 48 mètres carrés à 280. Oui, donc multiplié par 5. Presque 6. Dans une cité, dans une ville de 2800 habitants, oui, ça, on m'a souvent dit, c'était un peu fou. D'accord. Mais ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, les chiffres me donnent raison, puisque l'activité de la librairie se porte très très bien, parce que aussi, on a souhaité, avec ma collègue Claire, lui donner une autre dimension, c'est-à-dire que c'est une librairie et au-delà, c'est marqué sur l'enseigne. Pourquoi au-delà? C'est parce qu'au fond de la librairie, il y a une pièce consacrée aux expositions, essentiellement aux arts graphiques. Nous allons d'ailleurs exposer à partir de la semaine prochaine, de demain, pardon, Rebecca d'Outremer, donc une illustratrice et artiste internationalement connue, pour 3 mois. Et on y fait effectivement beaucoup de rencontres, de la musique, des lectures, des auteurs. Voilà, c'est un lieu de vie dans Quintin, c'est un lieu de culture, de patrimoine. Donc c'est librairie et au-delà, puisqu'on propose évidemment... pas que de la vente de livres. On fait intervenir aussi les scolaires. J'ai à cœur de faire venir dans cet établissement les nouvelles générations de lecteurs de demain. Pour moi, c'est essentiel. Et ça va presque devenir un lieu à visiter, parce que vous avez tellement... Ça l'est déjà. On parlait de la fréquentation touristique de cet été. Nous, on l'a bien vu, l'augmentation très bien vue même. Et effectivement, beaucoup de gens ne viennent parce que on m'a dit que c'était très beau, on vient visiter. Allez-y. C'est toujours fascinant de voir qu'un patrimoine revit d'une autre façon, Catherine Vinot. Parce que je crois que vous êtes fan du lieu. Ce que vous m'avez dit au téléphone, vous m'apparaissez pas d'éloge. J'aime beaucoup. Oui. Vous y étiez encore samedi dernier. Oui, voilà. C'est vrai que Gilles propose des animations, concerts, dédicaces, pas mal de choses qui sont intéressantes et qu'on a la chance, je crois, pour Quintin d'avoir. En ce qui concerne l'auberge de la Porte à la Rose, que j'ai connue, moi, gamine, en fait, je trouve ça assez merveilleux de la voir revivre, là, déjà, même si les travaux de restauration ne sont pas commencés, on lui donne déjà une certaine connotation culturelle, une certaine ambiance aussi. Et c'est vrai que les personnes qui viennent, qui sont passées pour les journées du patrimoine, le ressentent puisqu'ils nous le disent. Voilà, qu'il y a de la convivialité, qu'ils ressentent que le lien se fait facilement entre les gens. Et ça, je trouve que... Voilà, et concernant l'auberge, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement dans le projet. Ce que je trouve formidable, c'est que ça a permis aussi à des gens qui peut-être n'auraient jamais échangé entre eux de le faire et voilà, de partager une aventure collective. Quintin, en fait, c'est presque une ville de projet, parce que même pour le château aussi, on se projette dans l'avenir. Ah oui, il y a beaucoup de projets, beaucoup de travaux de restauration qu'on a lancés déjà depuis 2013 avec le vieux château, pour lui redonner une vraie dimension, et la tour des archives sur laquelle également Stéphane Bern a pu nous aider, et pour laquelle on a pu relancer pour remettre d'autres activités et développer encore plus peut-être l'activité touristique à Quintin.
Allez, prochain temps fort sur la commune de Quintin, ce sera le Festival des chanteurs de rue. Ça se passera le 5 et 6 novembre prochain. Je vous propose de revoir ou de découvrir cette véritable institution puisqu'on y était à la dernière édition. Regardez. Les gens qui votent de travers pour soulever les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs. Le centre de Quintin est une grande scène. Les chanteurs sont dans la rue. La ville a retrouvé son festival. Car à la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour abriter quelque temps les amours débutants. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sortis, on voit pas beaucoup de monde. À part entre amis, on se voit, mais bon, là, voir du monde, l'ambiance, reprendre un peu de vie. Je trouve que c'est la fête qui réchauffe en fait. Ça permet aux gens de sortir de chez eux juste avant l'hiver. Les groupes chantent sur un bout de trottoir. Tue-tête, 2 garçons qui ne ratent jamais ce festival. Leurs fans non plus, s'ils veulent les voir. Ils n'ont pas de disque, pas de site internet. C'est dans la rue que ça se passe pour le duo. Bah ouais, c'est l'école, la rue. Si tu chopes le public là dans la rue, tu peux le choper n'importe où, enfin c'est bon quoi. Et là c'est choper les regards, c'est attirer les gens. Alors nous on joue de ça dans le mouvement, on essaye de créer un petit peu de surprise aussi. Plus on joue fort, plus les gens parlent en fait. Donc créer le silence, c'est-à-dire réussir parfois à baisser l'intensité, qu'il n'y ait pas ce côté gros son, grosse lumière. En fait, on est dans la rue, on est en face des gens, on n'est même pas sur un plateau. Et du coup, on est en fragilité et à la fois, les gens sont conscients de ça, donc il y a une force qui peut s'installer, quoi. Main de dentelle, figure de bois. Ricardo est venu à Quintin il y a 18 ans, simple visiteur, sans son orgue de barbarie. Ce qu'il a vu pendant le festival a changé sa vie. C'est un rêve de petit garçon qui est devenu réalité, parce que je rêvais d'en faire mon métier, et c'est chose faite. Je ne me souviens plus si j'ai couché avec un bon gars de Plouga. J'en ai parlé à mon père, mais dans la famille on a dit que ça se faisait pas de coucher avec un gars de Plouga. Je sais pas s'ils sont malades, pas malades, s'ils ont des problèmes, pas des problèmes. On n'a rien à foutre de savoir pour qui ils votent. Pendant une demi-heure, ils se sont évadés avec nos conneries. C'est un vrai bonheur. J'espère qu'on va savoir garder ça. Chanteurs, danseurs, novices ou pas, ils sont repartis avec du baume au cœur, juste de quoi pour passer l'hiver. On voit bien qu'on ne s'ennuie pas été comme hiver à Quintin. Hein. J'imagine qu'on est dans les starting blocks, Henri Boitard. Tout à fait. Ouais. Nous sommes dans la préparation depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, pour cette 29e édition qui va retrouver un format quasiment antérieur, puisque l'an dernier, pour cause de Covid, on avait dû réduire l'espace. Et là, on a la présence d'une trentaine de groupes, depuis des solos jusqu'à des trios de musiciens, et les choses évoluent, le genre évolue. On a été pendant longtemps dans la tradition, on va dire orgue de barbarie et puis accordéon. Et là, on a de plus en plus de musiciens, de vrais musicos, des groupes professionnels quasiment, si bien que nous devons évoluer pour les faire, pour les accueillir. Et le genre a évolué. On n'est plus dans Mon amant de Saint-Jean. Il y en a un petit peu, mais très peu. On est dans des... Oui, mais il y a beaucoup plus de reprises de gens plus récents. Aussi, alors évidemment Brassens, mais Brel, mais Ferré, mais Higelin, mais Arnaud, mais Barbara, voilà. Et une fois de plus, vous êtes encore bénévole dans cette association, parce qu'on a entendu la MJC, on a entendu l'association des Tours et Détours, maintenant ce festival. Vous êtes intarissable. Eh ben, écoutez, tant que ça peut durer, c'est très bien, tant qu'on a l'énergie, et puis de travailler avec des gens qui sont tellement agréables, de coopérer avec tous ces gens, de porter des projets qui animent la ville, effectivement. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est une figure incontournable du monde associatif, Gilles Perrotin, aujourd'hui à Quintin. Tout le monde connaît Henri Boitard de par toutes ses activités. Nous, on se voit quasiment tous les jours. Cet été, tous les mardis, je l'entendais de chez moi parler de Quintin avec Ruel et Venel. Oui, forcément, quand on a une question sur l'histoire de Quintin, il y a quelques personnes à Quintin, elles sont plusieurs, mais dont Henri fait partie. Peut-être un dernier mot à ceux qui nous regardent, qui auraient envie de découvrir Quintin. Faut venir quand ? Tout de suite. Tout de suite.
Non, quand ils veulent, je pense qu'il n'y a pas de moment. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps de venir, de pousser sous toutes les portes, aussi les commerces, des associations, du château. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des gens qui vivent et qui y travaillent, parce que c'est grâce à eux souvent qu'on ouvre d'autres portes. C'est ce que vous avez démontré ce matin en tout cas. Voilà. Merci à tous les quatre, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. J'espère que vous aurez envie de rencontrer ces Quintinais et ces Quintinaises. Je vous dis quant à moi à demain et une très belle journée.